Sud Radio, comment va la planète? On est ravis de retrouver Morad Aïtabouche. Bonjour Morad. Bonjour Clément. Je rappelle que vous êtes réalisateur et producteur de la série Sale temps pour la planète. C'est sur France 5. Et ce matin, je vous vois avec un grand sourire. Alors, qu'est-ce qui vous donne ce sourire? Quelle balade ou rencontre vous avez fait? Exactement Clément. Ce qui m'a donné, ce qui me donne la patate cette semaine, c'est une belle escapade dans le Marais Poitevin. On est en dehors du monde. Pour vous situer les lieux, c'est entre terre et océan, eau douce et eau salée. Et pour nous accompagner, le chant des oiseaux. Nous sommes dans un territoire à cheval sur 3 départements. Les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée. Et celui qui a la chance de profiter de ce coin paradisiaque, c'est Richard. On embarque. C'est parti, c'est lui qui rame. Moi, je regarde et surtout, j'écoute. C'est un paradis à toutes les saisons. Et il offre des ambiances et des couleurs absolument fantastiques d'une saison sur l'autre. Là, on pourrait se dire, en plein hiver, il n'y a pas une feuille, ça va être triste. Bah non, on va avoir des lumières qui vont être différentes. On va avoir la brume qui va venir sur les canaux sur lesquels on se trouve. Et à ce moment-là, les peupliers se mirent dans l'eau. Et on ne sait plus où est la limite du ciel et de la terre. Il est 8 h du matin, le soleil se lève à peine. Et là, je vous le garantis, on se tait. Ce sont des moments suspendus. On a du mal à interrompre le chant et le ballet des oiseaux qui peuplent les lieux. Richard est l'un des agents qui veille sur le Marais Poitevin. Un marais qu'il connaît par cœur. C'est pourtant, je peux vous le garantir Clément, un labyrinthe de canaux. Seul, aucune chance de s'y retrouver, alors que lui, il y va, les yeux fermés. Le Marais, c'est notre bureau, il est à multiples visages. Il y a plusieurs pièces dans un grand ensemble. C'est ça qui fait le côté fantastique du Marais Poitevin. Là, on navigue sur une voie d'eau, elle a été creusée par l'homme. Tous les arbres qu'on voit sur les bords, ils ont été plantés par l'homme. Donc on a cette impression de nature, mais en réalité, c'est un immense jardin cultivé qui est le fruit d'aménagements qui ont pris des siècles. Et aujourd'hui, nous, on a un trésor. C'est aussi un travail de titan. C'est surtout, vu d'en haut, une sculpture végétale assez incroyable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Richard. Alors, il y a de temps en temps des spectacles qui sont exceptionnels. C'est lorsqu'on est en crue. Là, vous imaginez tous ces paysages avec plus de 80 cm d'eau sur les prairies. Et là, le marais, il change complètement de physionomie puisqu'on n'a plus ce labyrinthe aquatique. On a un immense lac. Et les maraîchers disent le marais est blanc. Ce marais est immense. Il représente, après la Camargue, la plus grande zone humide de France. Cette partie du marais reçoit toutes les eaux du bassin versant. Et lorsqu'elles ne peuvent pas s'évacuer, on assiste à ce qu'on appelle des inondations. Quelques coups de rame et les fossés, les canaux disparaissent. On entre alors dans une sorte de lac. C'est vital pour le marais. Dans le pays, on les appelle les évailles. Mais comment ça marche? Dès les premières pluies d'hiver, ces zones agissent comme des éponges, des réservoirs d'eau qui permettent aux terres agricoles, aux alentours, de rester au sec. Mais ce n'est pas tout. Ça marche aussi pour les villages qui se trouvent dans les marais. C'est le village de la Garette. Il est très caractéristique parce que, comme on l'a compris, dans le marais, il n'y a pas d'habitation puisque c'est une zone inondable. On voit même encore quelques traces de crue, c'est cette boue-là qui reste. Donc les habitants se sont accrochés sur les bords du marais. Donc la partie habitation et la rue est vraiment du côté, ce qu'on appelle nous la plaine. Et ensuite, toutes les structures agricoles viennent s'accrocher et en bordure du marais, sachant que lorsqu'on va travailler dans le marais, on prend toujours la barque. Il n'y a pas de chemin. Là, je vous l'ai dit, nous sommes seuls au monde. Seuls au monde. Exactement, mais dès les premiers jours de l'été, c'est évidemment de la folie. 850 000 touristes débarquent. Forcément, on l'a dit, on est dans un petit paradis, n'ayons pas peur des mots, c'est même une petite Venise. Le terme Venise verte, ça date du siècle dernier. C'était la grande période romantique. C'est que dans le marais, il y a plein d'arbres partout. Et puis, à certaines périodes de l'année, on a aussi ce qu'on appelle la lentille. Les écrivains qui sont venus dans le secteur, voyant tous les gens se déplacer en barque sur ce tapis vert, voilà, on est tombé sur la Venise verte. C'est le pont des Soupirs au-dessus? Alors non, il y a effectivement quelques petites passerelles là, qui se sont construites pour de nouveaux usages. Ça relie quelques résidences secondaires, c'est ponctuel.
Mais comment parler du Marais Poitevin sans évoquer les anciens, l'intelligence de nos anciens? Dans le Marais, ils étaient très prudents. Leur maison était adaptée aux colères de la nature. Et ici, pourtant, quand ça gronde, ça gronde. La partie résidentielle est plutôt en hauteur, hein, parce qu'on a des maisons qui s'accrochent, et le bas correspondait à la grange, l'écurie. Et aujourd'hui, ce sont des remises, et l'eau rentre très très peu, parce que quand on dit une crue, il y a les crues qui sont régulières, il y a les crues trentenaires, et puis il y a les crues cinquantenaires, et puis les crues du siècle. Et la crue du siècle, oui, là, ça va nous bouleverser un peu, je pense, quand même, nos références. Alors, pourquoi? Parce que on a une eau qui va arriver différemment, on le sent bien, et déjà, elle arrive plus vite. Et on peut avoir des concentrations de périodes de pluie qui peuvent être plus importantes que par le passé. On n'a pas encore le recul, hein, il ne faut pas être alarmiste, mais vraisemblablement qu'on aura des modifications à ce niveau-là. Un peu plus loin, on découvre l'abbaye de Maizet. C'est là où tout a démarré avec les moines qui, au XIe siècle, ont façonné ces marais. Vous savez, quand on dit que la foi peut déplacer des montagnes, c'est ici l'exemple parfait. Le génie de l'homme, c'est d'avoir asséché une partie des marécages pour les transformer en terres agricoles. Richard nous emmène à pied cette fois-ci dans un lieu stratégique, à la frontière entre les deux univers du Marais Poitevin. Alors là, nous sommes sur une digue. C'est une vraie frontière qui va séparer de ce côté-là les marais desséchés, de l'autre côté les marais mouillés. Alors comment est-ce qu'on a construit cette digue? Elle a été faite par les moines, aidés des populations locales qui avaient besoin de se protéger des eaux qui vont s'étaler dans le marais mouillé. À partir de là, on pouvait mettre en culture les marais desséchés, donc y faire de l'élevage, cultiver des céréales. Et c'est ce type de paysage qu'on va rencontrer lorsqu'on s'en va vers la Faute, la Tranche, bref, vers l'océan. On a ces grands paysages ouverts. Finalement, autour de ces parcelles, on n'a pas besoin de se protéger des crues, donc on plante peu d'arbres. Et puis, bien entendu, plus on se rapproche de l'océan, plus on aura les vents qui vont contrecarrer la pousse des arbres. Il y a aujourd'hui, Clément, plus de 60 000 hectares de terres fertiles, maïs, blé, tournesol. Mais ces terres sont situées en dessous du niveau de la mer. C'est le talon d'Achille de ces terres, surtout avec le dérèglement climatique en cours. Sale temps pour la planète. Merci Morad pour cette belle balade dans le Marais Poitevin. Morad, je rappelle que vous êtes réalisateur et producteur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Et puis félicitations parce que je crois que vous avez reçu un prix. Un label d'utilité publique par les temps qui courent, c'est important. Pour un documentaire sur la Corse. Exactement. Et si on veut le revoir, ça se passe sur... En replay sur France TV. Eh bien, merci beaucoup Morad. À Merci la semaine Clément, prochaine. à la semaine prochaine.